Bonjour et bienvenue sur le site de Medscape France. Je suis le docteur Emmanuel Rodriguez, je suis oncologue médical à Paris. Nous allons commenter le congrès de l'ASCO 2020 qui, cette année, une fois n'est pas coutume, est virtuel en raison de la situation du Covid. Et du Covid, on va en parler justement avec le professeur Benoît You, professeur d'oncologie médicale aux Hospices civils de Lyon, afin de nous éclairer un peu sur le lien entre Covid et cancer. Et en particulier, comme vous le savez, le Covid a frappé durement l'Europe, en particulier la France, depuis mars, de mars à mai, globalement, et avec une situation compliquée pour nous, oncologues, qui est de savoir comment on peut prendre en charge nos patients. Est-ce que nos patients atteints de cancer sont plus à risque que le reste de la population? Est-ce que c'est uniquement les patients en cours de traitement qui sont plus à risque que les autres? Est-ce qu'il faut décroître justement le traitement? On était dans un flou le plus total et après quelques finalement centaines, milliers de patients traités durant cette période, on a maintenant quelques études rétrospectives qui peuvent nous aider sur nos prises de décision pour les futurs patients qui seraient amenés à être atteints de ces deux pathologies. Professeur Liu, merci tout d'abord. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus à la lumière justement des études récentes publiées à l'ASCO et peut-être à la lumière d'autres études également? Absolument. Alors, on a eu des informations complémentaires à l'occasion d'un clinical symposium sur effectivement COVID et cancer. Alors, on a deux études qui nous ont été rapportées. La première s'appelle TerraVolt. Elle porte sur des patients atteints de cancer bronchique. C'est une étude internationale qui portait sur un très grand nombre de pays sur différents continents et qui portait sur 400 patients pour lesquels les données étaient disponibles. La deuxième étude, c'est l'étude CCC19 qui, elle, porte sur plusieurs types de cancers. Donc, on va aller voir en parallèle et on va voir quels sont les points communs et quelles sont les différences, en sachant que dans les deux cas, ce sont en fait des études épidémiologiques rétrospectives sur finalement les caractéristiques des patients et ce qui leur est arrivé. Alors, une différence importante, c'est que l'étude CCC19 ne portait que sur les États-Unis, ce qui, on verra, aura des conséquences sur les résultats vraisemblablement. Donc, on a d'un côté la CCC19 et de l'autre côté TerraVolt. CC19, les cancers qui étaient concernés, c'était les cancers du sein pour une majorité, suivi de cancer de prostate, cancer gastro-intestinal, lymphome, et les bronchiques n'arrivent vraiment que plus tardivement dans la liste, et elle porte sur 928 patients. Donc, une grosse étude, alors qu'à l'inverse, TerraVolt, c'est 400 patients atteints de cancer bronchique. Alors, concernant CC19, donc la multitumeur, les auteurs rapportent un taux de mortalité de 13% pour les patients qui sont concernés dans cette étude. En termes d'épidémiologie, 25% des patients avaient plus de 75 ans et 59% avaient plus de 75 ans, besoin d'une intubation. L'étude TerraVolt, on rapporte là, dans les cancers bronchiques spécifiquement, 35% de mortalité. Donc, on voit déjà qu'on a des différences importantes entre ces deux études et donc s'agissant de cancer bronchique. Alors, les auteurs rappellent qu'il y a quand même une différence entre les cancers bronchiques et les autres cancers, dans le sens où il y a une fragilisation pulmonaire et qui serait à l'origine de développement de ce qu'ils appellent les microclots, c'est-à-dire en fait des microtrombies qui sont développées au niveau du poumon et qui sont vraisemblablement à l'origine de complications importantes et du risque de mortalité chez ces patients. Malgré tout, un taux de mortalité qui est très différent entre les deux études. Alors, ce qui est intéressant, c'est de les rapprocher en parallèle et voir les facteurs qu'ils ont retrouvés significativement associés avec une augmentation du risque de mortalité dans ces deux études. Les points communs sont d'abord l'âge. L'âge est un facteur de risque de décéder, plus important évidemment, plus on est âgé, plus le risque de décéder est avec une relation quasi linéaire. Deuxièmement, c'est l'état général des patients. Dès lors qu'on a un PS qui dépasse les 1 ou 2, on a une augmentation du risque, on va jusqu'à 4 fois supérieur pour le risque de décéder dans l'étude CC19. Le troisième facteur qui est commun aux deux études, c'est un traitement actif. Alors là, vraiment, si on essaie de les réunir ensemble, c'est-à-dire est-ce qu'on a un traitement en cours ou est-ce qu'on a un cancer actif en suivi de traitement, eh bien, on multiplie pour l'une par 2, par l'autre par 5 le risque de décéder sur ce suivi. Et puis les comorbidités qu'on connaît déjà, qui sont l'obésité, l'hypertension, etc. Donc ça, c'est les points communs donc, qui sont vraisemblablement assez puissants
dans ces deux études. Par contre, il y a des points qui sont différents. Un point différent, c'est le tabagisme ancien versus on n'a jamais fumé. Autant dans l'étude multitumeur CC19, c'est un facteur de risque de décéder avec un hazard ratio 1,6, c'était non significatif dans Teravolt. Le sexe, on a plusieurs risques de décéder quand on est un homme dans l'étude multitumeur, ce n'est pas le cas dans l'étude Teravolt. L'exposition aux corticoïdes était valable dans les deux études, mais beaucoup plus vrai dans l'étude multitumeur. C'était un facteur qu'on retrouvait plutôt dans les multitumeurs. Voilà les différences. Et puis la plus grande différence, c'est vraisemblablement la population étudiée, puisque comme on l'a vu, l'étude de CC19, c'est essentiellement l'Amérique du Nord, alors que Teravolt, c'est beaucoup l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que ça fait une différence? C'est que, en fait, la période d'observation est la même dans les deux études. C'est-à-dire qu'elle porte en gros de mi-mars jusqu'à mi-avril. Or, on le sait, l'incidence du Covid et des complications n'étaient pas du tout les mêmes en Europe et aux États-Unis dans cette période-là. En Europe, on était en plein pic, alors qu'aux États-Unis, ce n'était pas encore le pic. Donc, ça oblige à analyser les choses un petit peu différemment. Alors, une autre chose intéressante dans CC19 et qui amène un petit peu à la polémique, c'est que parmi les facteurs de risque de décéder, il y avait également l'exposition à l'hydrochloroquine et l'azithromycine, avec un hazard ratio qui était estimé à 2,9, facteur qui n'est pas retrouvé dans l'étude des cancers thoraciques. Donc, évidemment, ça apporte à discussion. Il faut quand même une fois qu'on a entendu en fait le présentateur de l'étude, il a pris du retrait par rapport à cette information et il dit que c'est difficile d'avoir une conclusion nette. On sait que le Lancet s'est rétracté également un petit peu sur cette question-là en l'absence de données fiables, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais il nous manque encore de données. Alors, voilà pour les points communs et les différences. Quand on rapporte ça à d'autres études, les Chinois, vous le savez, rapportent des taux de mortalité qui évoluent entre 20 et 35 %. À New York City, quand on s'intéresse qu'à New York, on a un taux de 25 % de décès chez les patients atteints de cancer, contre 14 % quand on n'avait pas de cancer. Et à Milan, c'était 20 %. Donc, on a quand même une espèce d'homogénéité qui commence à apparaître sur des taux de mortalité qui sont entre 20 et 30 % chez les patients atteints de cancer, avec des points forts qui se rejoignent quand même d'une étude à l'autre, qui sont l'âge, le PS, les comorbidités. Vous allez dire finalement rien de vraiment nouveau, c'est vrai, mais on complète finalement ces informations-là. Un dernier point de vue, mais qui n'était pas dans ces deux présentations, mais qui vaut le coup d'être souligné, c'était le NCI qui a fait 5 diapos juste pour dire attention, il y a eu aussi un impact sur les essais cliniques et le recrutement a été divisé quasi par 2 sur la période Covid. On est passé de 300 à 191. Voilà, donc avec les limites de ce type d'études, on a quand même des informations intéressantes. Et voilà, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est sujet à discussion. Il y avait aussi eu une autre étude là, tout récemment, il y a quelques jours, dans le Lancet également, avec le CC19 en back-to-back, qui était l'étude anglaise qu'on a vue là tout récemment, qui montre aussi un taux de mortalité à 28 % de ces patients-là et qui analysait, qui ressortait, comme tu le disais dans les autres études, l'âge en termes de facteurs pronostiques premiers, le sexe, l'obésité, en fait, les facteurs de risque qu'on connaît déjà, comme tu le disais. Et pour eux, le fait d'avoir été traité dans les 4 dernières semaines par chimio, par hormono, par immuno, ne ressortait pas. Et ça, c'est une information intéressante aussi. Ce qui veut dire que finalement, tout n'est pas concordant de ce que tu nous dis. Ce qu'on peut retenir finalement, c'est on confirme les premiers sentiments qu'on avait, c'est quand même une mortalité plus importante chez nos patients atteints de cancer quand ils ont le Covid. Par contre, la participation de la chimiothérapie à ce risque peut rester encore débattue et la l'attitude à avoir, parce que on a tous eu des débats pour savoir est-ce qu'il faut mettre du GCSF ou pas, est-ce qu'on ne va pas augmenter le risque d'inflammation aiguë, de syndrome inflammatoire systémique à cause du GCSF. Donc là-dessus, on est encore dans le flou. Heureusement, ça se calme un peu, en tout cas en Europe, ce qui nous permet de prendre un peu de recul pour analyser ça. Ça va être intéressant. Sur les essais cliniques aussi, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir comment va-t-on interpréter, outre les conséquences évidentes de diminution du recrutement, du fait que les futurs essais cliniques vont se décaler dans le temps, comment va-t-on interpréter les données des essais cliniques ouverts pendant cette période-là, c'est-à-dire où on va avoir plus
de SAE, plus de déclarations d'hospitalisation pour le Covid? Est-ce qu'on va se dire que ça devrait équilibrer dans les deux bras? Mais si un traitement qu'on teste favorise le risque de complications du Covid, comment on va interpréter ça dans l'analyse globale des toxicités? Ça veut dire, je ne sais pas trop comment ça va se passer, surtout si de nouveaux pics nous tombent dessus en 2020-2021. Ça va être une vraie question. Est-ce que tu... Ouais, je Ouais, pense qu'il y a une question qu'il va falloir vraiment évaluer, c'est l'impact sur la mortalité des patients non atteints de Covid. C'est-à-dire que on risque à terme de devoir faire face soit à d'autres vagues, soit à d'autres infections. Les choses dans la vie se reproduisent. Donc c'est finalement, on a fait un choix de société très fort, hein. On a mis l'ensemble des moyens médicaux sur la prise en charge du Covid pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et il sera indispensable de regarder la mortalité chez les patients atteints de Covid comme chez les patients non atteints de Covid, atteints de cancer, hein, j'entends. Et à ce moment-là, c'est seulement la balance de ces deux éléments qui nous permettra peut-être de donner la bonne répartition. Peut-être qu'on a choisi la bonne d'emblée, ou est-ce qu'il faudra réévaluer les choses si les choses devaient se reproduire. Et ça, ce sera la mortalité chez les patients atteints de cancer mais non atteints de Covid. Et par contre, il faudra des mois, hein, parce que les conséquences vont être vues dans les 6 mois qui viennent peut-être. Et là, ça sera passionnant, mais ça, on les aura que l'année prochaine. c'est ça. Donc pour l'instant, on peut être un petit peu rassuré, mais on ne peut pas avoir de vraies recommandations à préciser aux collègues. OK. Absolument. Est-ce qu'il y avait encore un point? Non, je pense qu'on est complet. On attend avec impatience les résultats des essais cliniques prospectifs en cours sur les thérapeutiques. Évidemment, bon, on a des résultats qui arrivent petit à petit, mais c'est encore trop tôt vraiment pour une vision globale et on voit, hein, toute la polémique. Oui, toute la polémique. Il ne faut pas non plus aller trop vite, ni dans un sens, ni dans un autre. Très bien. Bien, merci beaucoup et à bientôt sur le site de Medscape.